Majestueuse, ancestrale et mystérieuse, la tortue marine peuple les océans depuis plus de 100 millions d'années. En Nouvelle-Calédonie, 3 espèces de tortues marines sont présentes, dont 2 choisissent les plages de la Grande Terre et des îlots pour y pondre leurs œufs. Parmi elles, la tortue grosse-tête, appelée aussi kawan, est en danger critique d'extinction. Je vous propose d'aller retrouver Hugo Bourgogne, qui coordonne les programmes marins au WWF et se consacre à l'étude de cette espèce, notamment ici, sur les îlots du Grand Lagon Sud. Bonjour Hugo. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ah bah écoute, super, on est dans un endroit absolument somptueux et qui est un véritable sanctuaire, notamment pour des tortues que tu étudies, les grosses têtes, qui sont en danger critique d'extinction. Pour quelles raisons par rapport aux autres espèces, par exemple? Alors effectivement, c'est une espèce dont le statut est très précaire. On estime aujourd'hui que c'est 80% de la population de tortues grosses têtes du Pacifique Sud qui a disparu au cours du dernier centenaire. Il y a vraiment une urgence à entreprendre des suivis et des politiques pour la protéger. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les principales menaces pour cette espèce, ça va être la pêche industrielle. Donc les prises accessoires, en Voilà, fait, hein. c'est C'est ça. pas elle qui est visée directement. Exactement. Et récemment, une menace qui est de plus en plus croissante, qui est le réchauffement climatique, et qu'on est encore en train de découvrir. Donc il y a des impacts à la fois sur leur lieu d'alimentation sur le récif, mais aussi sur ces habitats de ponte, sur ces îlots sur lesquels on se retrouve aujourd'hui. Alors, la Nouvelle-Calédonie est un des 2 derniers refuges du Pacifique Sud avec la côte est australienne pour cette espèce de tortue, la grosse tête. Concrètement, qu'est-ce que tu fais sur cet îlot aujourd'hui? Tout l'été, en fait, on fait le tour des îlots et on repère chaque trace de ponte. Du coup, chaque année, on va faire ce suivi-là qui va nous permettre de déterminer combien de tortues pondent en Calédonie chaque année. D'accord. Et donc, d'une année à l'autre, on va savoir si ce chiffre-là augmente, qui est plutôt une bonne nouvelle, ou s'il diminue, qui serait le signe d'un déclin de la population. Ce que je te propose, c'est de m'accompagner sur la deuxième partie, et puis on va voir ce qu'on trouve. Ah bah allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, Hugo, on est vraiment au tout début de la saison de la ponte des tortues, c'est ça? C'est ça, on est en début novembre là, et donc la saison, elle va s'étaler à partir de maintenant, début mi-novembre, jusqu'à mi-février, globalement. Okay. Et donc après, les œufs vont incuber 2 mois. Donc la haute saison pour l'émergence des bébés, ça va être entre mi-février et mi-mars, avril. Voilà. D'accord, donc on a peut-être une chance de voir des traces aujourd'hui d'une femelle qui est venue pondre sur cet îlot. J'espère bien, ça va être l'objectif aujourd'hui de voir si la saison s'est bien lancée et si les tortues sont au rendez-vous cette année. Okay. Alors la tortue, en fait, elle va laisser des traces dans le sable qu'on sait bien reconnaître. Les tortues vertes, qui est l'autre espèce qui pond en Calédonie, elles se déplacent avec les 2 nageoires qu'on appelle des palettes, là, les 2 nageoires en même temps. Donc c'est comme la nage papillon. Ah oui? Donc tu vois, tu as un truc qui est très parallèle comme ça. Alors que pour les tortues grosses têtes, ça va être l'une après l'autre, comme si elles faisaient du crawl. Et donc on est en décalé, comme ça. Et donc une fois que la tortue elle est montée suffisamment haut sur la plage, elle va se mettre à creuser avec toutes ses palettes. Elle va faire un gros trou dans le sable qui peut faire plusieurs mètres de diamètre, qu'on appelle une cuvette. Si l'endroit lui convient, elle va faire un deuxième trou qui va être beaucoup plus petit. Ça fait une vingtaine de centimètres de diamètre, sur à peu près 50-60 centimètres de profondeur. Et ça, elle le fait qu'avec ses palettes arrière. C'est très subtil. Elle le fait ça super bien parce que c'est là où elle va pondre ses œufs. Donc c'est ce qu'on appelle le puits. Et dans cette chambre, elle va pondre une centaine d'œufs. Une fois qu'elle aura fini ce travail-là, ça dure à peu près 1 heure, là, toutes ces étapes-là. Elle va reboucher son puits et ensuite, au lieu de repartir tout de suite à l'eau, elle va faire une ultime étape qu'on appelle le leurre et qui va avoir pour objectif de cacher où sont ses œufs pour qu'ils ne soient pas prédatés. Donc là, elle va refaire un espèce d'énorme chantier où elle va remuer un énorme volume de sable et une fois qu'elle aura terminé, elle va redescendre à la mer. Et donc, tout ce cycle-là, c'est à peu près 1h30. Donc nous, on cherche une nageuse de crawl. Exactement. Ah tiens, regarde Elisabeth, là j'ai l'impression qu'on est sur une trace. Regarde là, on distingue au sol le passage de la femelle. Là voilà, ça c'est un passage de sa palette sur laquelle elle s'est appuyée. Et donc si on remonte cette trace, on voit qu'elle a avancé par ici. Tac, tac, tac. Elle est passée là. Et donc voilà. Donc ça, c'est un nid.
Voilà, c'est exactement ça. Donc attention, on va pas trop marcher sur la trace, le temps de comprendre. Donc là, on a cette trace dont je te parlais, là, le leurre qui est un peu en forme de haricot. Là, sur plusieurs mètres, il y a du sable remué. Et on voit bien ici qu'elle a pendu dans le pourpier et que tout ce pourpier a été arraché. C'est ce qui est encore pour nous la preuve que ça a bien été remué. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer sa position. On va la prendre en photo, on va la référencer en fait. Okay. On va prendre un petit point GPS pour être sûr de garder l'emplacement de cette ponte. Et comme c'est le début de saison, on va aussi mettre un thermomètre dans le sable. Donc ça, c'est une autre histoire qui va nous permettre de suivre l'évolution de la température dans le nid et qui va nous permettre de savoir quelle est la proportion de femelles et de mâles dans les œufs. Oui, parce qu'en fait, plus la température est élevée et plus on a des femelles à la naissance, c'est ça hein. En fait, sur ces espèces-là, comme chez tous les reptiles, c'est la température qui détermine la détermination du sexe des bébés. Donc là, le fait de pouvoir suivre la température pendant les 2 mois de l'incubation, ça va nous donner une information sur le nombre de femelles et de mâles qui vont naître de ce nid. D'accord. C'est le problème que rencontre une plage comme la Roche-Percée. On estime aujourd'hui que c'est quasiment 100% des bébés tortues qui naissent à la Roche-Percée sont des femelles. Donc c'est ce qu'on appelle un problème de féminisation, parce que s'il n'y a que des femelles, la reproduction sera plus possible et donc la population risque de disparaître. Et surprenamment, on a découvert que sur ces îlots du Grand Lagon Sud, la température était beaucoup plus basse. C'est grâce à ce sable blanc corallien qui retient très peu de chaleur par rapport à celui de la Roche-Percée. Et donc, on a en moyenne 3 degrés de moins dans les nids. Et donc, on a un équilibre femelle-mâle qui est très bon. C'est à peu près 50-50. Voilà. Et est-ce que les mâles des îlots du Sud communiquent avec les femelles de la Roche-Percée ? Ouais, c'est une bonne question aussi. Ça aussi, ça a été une partie de l'étude là, qu'on vient de terminer. Donc là, on a utilisé différentes techniques, des balises satellites, de la génétique, des choses comme ça. Et on a découvert 2 choses. Que non seulement les femelles étaient très fidèles à leur zone de reproduction et de ponte. Donc les femelles de la roche restent à la roche, les femelles du sud restent dans le sud. En revanche, il y a moins de fidélité chez les mâles et c'est ces mâles-là qui vont permettre cet échange, cette connectivité entre les 2 zones de ponte. Donc les bébés mâles qui vont naître ici dans quelques mois sur cette plage-là, une fois devenus adultes, ils vont participer à la reproduction également avec les femelles de la roche, ce qui va permettre de contrebalancer ce phénomène de féminisation de façon naturelle. Wow, c'est vraiment une bonne nouvelle ça. Ouais, très bien. Alors là, qu'est-ce que tu notes ? Alors là, je viens de faire un point GPS pour pouvoir la localiser. Je raconte que c'est bien une ponte et qui est très fraîche, probablement de la nuit, et qu'on va laisser un thermomètre dans ce nid, de manière à savoir qu'il faut venir le récupérer quand les œufs auront incubé, donc d'ici 2 à 3 mois. D'accord. Voilà, on met à une profondeur là, qui correspond au-dessus des œufs, pas plus profond. Pour pas déranger les œufs en fait. Et je vais laisser ça là. Hop. Et voilà. Faudra penser à venir le chercher. Donc moi je fais la photo du nid. Super, merci beaucoup. Alors là, on a vu un nid, mais en fait, les tortues, on ne peut pas les voir sur les îlots parce que c'est la nuit que se passe la ponte. Ouais, c'est ça. Donc c'est principalement des activités nocturnes. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on aille à leur rencontre, mais dans l'eau, puisqu'elles sont en train d'attendre. Là, elles sont au niveau du platier. Et puis ce soir, il y en aura peut-être des nouvelles qui viendront pondre. Donc voilà, on peut aller se jeter à l'eau, puis aller les rencontrer cet après-midi. Ah mais carrément. Allez, Allez on fait ça ? Allez, ok. On va se mettre à l'eau pour essayer d'aller voir des tortues. Comment on fait pour les différencier par rapport aux autres tortues, les tortues vertes qui sont plus communes ? Déjà du coup au niveau de la tête, on les appelle grosses têtes pour une bonne raison. Donc le cou est énorme, la tête est vraiment plus grosse que pour les tortues vertes ou imbriquées par exemple. Et puis après elles ont une couleur aussi qui est différente. Elles ont une couleur plutôt brune, rousse, brune. Alors que les tortues vertes, tu vois, c'est plutôt marron, doré, là. D'accord, bah écoute, c'est bon, moi je suis prête, on peut y aller. Allez, on y va, c'est parti. Allez.
Eh ben écoute, merci Hugo pour ce beau PMT. On a vu un très joli récif là devant l'îlot. Et alors justement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre la présence des tortues marines et la santé des récifs coralliens? Ouais, absolument. Alors, les tortues en général, donc les grosses têtes, mais aussi les tortues vertes ou les tortues bonnecailles qui vivent aussi dans le lagon calédonien, elles se nourrissent sur le récif, sur les herbiers, et donc elles contribuent à la bonne santé de tous ces écosystèmes marins. Donc, beaucoup de tortues, ça veut dire des écosystèmes marins en bonne santé. Donc, ouais, bien sûr. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Dans la tradition kanak, la tortue est considérée comme une espèce ancêtre qui occupe depuis toujours une place primordiale. Elle est un symbole de protection et de longévité notamment. Mais pour en savoir plus sur cette symbolique, je vous propose de retrouver Félix Romoin ici à Bourail sur la plage de la Roche-Percée où c'est actuellement la période d'émergence des bébés tortues. Ah, bonjour Salut Félix. Elisabeth. Ça va? C'est bon ou quoi? Je suis contente d'être là. Bah ouais, moi je suis content de t'accueillir aussi chez moi, ici à Bourail. Et Voilà. la plage de La plage notre mythique. enfance, tout ça. Alors Félix, cette plage, elle a une particularité dans le Pacifique Sud. Exactement. C'est un endroit où les tortues grosses têtes viennent pondre. Nous, on est là et puis on les protège depuis très longtemps déjà. Ça va faire bientôt 20 ans déjà que l'association Boira Tortue Marine s'occupe et protège les tortues. Donc, Alors c'est le deuxième site de ponte le C'est plus ça. important du Pacifique Sud. c'est ça. Et autant dire un des derniers, puisqu'on Exactement. est face à une espèce qui est quand même très menacée. Menacée d'extinction mondiale carrément. Donc, nous, notre travail, on essaye je dirais, de les protéger au plus. Voilà, et puis essayer de faire avancer aussi les choses au niveau de la protection aussi globale de ces tortues-là, tout en inculquant aussi certaines, je dirais certaines infos aux gens quand ils viennent sur la plage, pour qu'ils puissent aussi connaître et puis savoir pourquoi on fait ça, parce que voilà, c'est vraiment des animaux qui sont en voie d'extinction, quoi. Donc, Et donc là, en ce moment, c'est la période de l'émergence, donc c'est la naissance. Les bébés sortent Exactement. du nid donc, pour rejoindre là, l'océan. on est en plein dedans. Oui. Et là, on a peut-être des chances d'en voir aujourd'hui. Ah, c'est sûr que tu vas en voir. Ça, Allons-y alors. allons-y, comme ça, on va aller les voir. Félix, pourquoi c'est important de marcher sur la partie basse de la plage pendant la période de naissance des bébés tortues? Tu vois, Elisabeth, dans la première partie et dans la deuxième partie du haut de plage, c'est souvent les tortues qui viennent pondre. On fait ça pour éviter de les déranger, souvent quand il y a des pontes de tortues. Et puis, faut être discret aussi, parce que souvent, on voit mieux aussi les traces. Là, tu vois là, les traces. Oui, Voilà. mais, Donc, non, mais là, il y en a vachement des traces. ah oui, ça veut dire qu'il y a eu énormément de il y a eu naissances une émergence hier dans la nuit. cette nuit, donc. C'est souvent la nuit ou très tôt le matin. Et là, notre équipe, ils nous ont dit qu'ils ont trouvé encore des rescapés de... Ah, donc il y a encore des bébés dans Il y a le encore lit? des bébés dans le nid, ouais. On peut aller les voir? On peut aller les voir, voilà. Oh, mais il y T'as en vu? a deux! Donc, voilà, tu vois. Donc, Oh là c'est les là. derniers rescapés, là. Donc, les tortues font leur traversée tout seules jusqu'à la mer. Donc, ça, on met un point d'honneur à ça, parce que, voilà, si on change quoi que ce soit dans la chronologie des tortues, ça change tout, en fait. Donc là, on voit que le nid est très profond. Elles ont du mal à sortir, ces deux petites tortues. C'est sûr, ouais. Et pourquoi c'est important de les aider? Des fois, ils ont des situations où ils ne peuvent pas partir tout seuls. Thomas, il va sortir les bébés tortues pour pouvoir leur donner un coup de pouce pour pouvoir partir. Parce que voilà, c'est des petits retardataires qui sont pas sortis En même temps que les autres? pendant l'émergence qu'il y a eu cette nuit. Donc, on va leur donner un petit coup de main, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, donc là, le but, c'est juste de les sortir et de les mettre sur le chemin C'est ça. de l'océan. Voilà.
Ça y est. C'est où la mer? C'est un moment sacré, cette naissance, hein, C'est quand sûr. on sait que tout le chemin qu'elles vont devoir parcourir, sûr. tous les obstacles qu'elles vont rencontrer, et qu'au final, il y en a combien? C'est 1 sur 1000 qui va C'est ça, arriver 1 sur 1000, à l'âge voilà. adulte, qui va survivre. Et oui, c'est Voilà. une sacrée aventure, hein. C'est sûr. Toi, Félix, ta particularité, c'est que tu viens d'une culture où les animaux sont des totems, C'est ça. d'accord? Donc, ils ont vraiment une représentation, une valeur Représentation très culturelle importante, ouais. Très importante. importante, ouais. Mais tu œuvres aussi au sein de l'association Exactement. Boira Tortue Marine pour leur conservation. C'est ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la représentation de la tortue dans la culture kanak. En français, on dit boira, mais en langue de Bouraï, on dit buera. Buera, en langue de Bouraï, ça veut dire tortue, ça veut dire messager de vie. Voilà. Souvent, on se référait beaucoup aux tortues. Quand les tortues ils arrivaient, on savait déjà qu'il y avait... voilà, les tortues vont arriver. Ouais, on sait qu'il y aura des poissons autour C'est ça. et qu'on va pouvoir aller à la pêche. Et puis, après, la tortue, on l'a pêchée aussi. Donc, Paradoxalement, Félix, l'espèce la plus menacée, c'est celle qui est la moins consommée. exactement. C'est la tortue grosse tête. C'est la tortue de grosse tête. Aujourd'hui, voilà, on essaie de la protéger. Hein, voilà. On a déjà endigué déjà un certain souci qu'il y avait à l'époque. Des tortues qui étaient attirées par la lumière et puis qui allaient sur la route. Et puis ils se faisaient écraser, tout ça, parce qu'il y avait les lumières des maisons, des lampadaires et tout. Donc Boira avait planté pas mal d'arbres ici du côté de La Roche. Donc, et puis aujourd'hui, voilà le résultat. Hein, voilà. Ouais, c'est magnifique, Donc, hein. Du changement climatique aux captures accidentelles, en passant par le braconnage ou encore les collisions avec les bateaux, les tortues marines doivent aujourd'hui faire face à de nombreux obstacles pour survivre. Je vous propose de retrouver Hubert Géraud, expert du WWF, pour aborder avec lui les différentes menaces qui pèsent sur ces animaux emblématiques, mais également les actions à mettre en place pour assurer leur préservation. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors on se trouve ici à l'aquarium des Lagons, au-dessus du bac à tortues, où on peut apercevoir à l'intérieur une tortue verte et une tortue grosse tête. Alors ce sont deux espèces menacées et protégées. Alors j'aimerais savoir aujourd'hui quelles sont les menaces qui pèsent sur les tortues marines et surtout si ce sont toutes les espèces de tortues qui sont concernées de la même façon. Eh bien, la première menace qui pèse sur toutes les tortues et qu'on croyait être future et qui est leur présent, c'est le changement climatique. De différentes manières, ça influence leur vie sur deux sites particuliers, leur site d'alimentation et leur site de reproduction. Beaucoup de tortues se nourrissent où? Sur les récifs coralliens. Le changement climatique, c'est progressivement la mort des coraux. Et donc, ça veut dire la disparition des ressources alimentaires à l'intérieur de ces récifs. Donc, ça va être les coraux mous et les éponges pour les tortues bonnécailles. Oui, qu'on appelle la tortue imbriquée. Exactement. Ça va être la disparition des mollusques pour la grosse tête. Et puis, ça va être également la disparition des algues ou herbiers pour les tortues vertes. Ça concerne donc les sites d'alimentation, mais qu'en est-il des sites de ponte ? Sur les sites de ponte, on va avoir deux types d'impacts. Le premier, c'est l'élévation du niveau de la mer, avec des fortes houles qui vont creuser la plage et créer des talus qui empêchent les femelles d'atteindre le haut de plage où elles doivent pondre. Mais également, progressivement, on va pouvoir assister à des submersions et à une érosion totale de la plage
et la disparition du site de ponte. Le deuxième impact du changement climatique sur ces sites de ponte, ça va être l'augmentation de la température. Et la température du sable, c'est ce qui détermine le sexe du bébé tortue. Et donc avec des températures de plus en plus hautes, il n'y aura plus de mâles à sortir des nids. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans une population qui a besoin des deux sexes. Et puis d'autre part, avec l'augmentation des températures et donc l'atteinte de températures extrêmes, on assiste à la mort des bébés. C'est même plus une question de sexe, c'est la mortalité des petits dans leur nid. À la Roche-Percée, à la dernière saison de ponte, 2023-2024, ils ont constaté 50% des bébés qui ne sont jamais sortis de leur nid, qui sont morts par température extrême. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette menace réelle et grandissante? Parce que ça ne va pas s'arrêter. Eh bien, la première chose, tout simplement, c'est déjà de réduire ces gaz à effet de serre. Mais donc, pour les tortues en particulier, ce qui va être important, c'est de protéger et restaurer les végétations de haute plage. Comme ça a été fait à Bourail par l'association Boira Tortue Marine, qui, il y a 15 ans, a donc commencé des chantiers de reboisement avec ses nombreux bénévoles. Et aujourd'hui, sur la plage de la Roche-Percée et de la baie des Tortues, il y a une véritable forêt qui a repris vie. Tout à fait. C'est extraordinaire. Oui, c'est vraiment remarquable. La deuxième solution, c'est de mettre en place des ombrières sur les hautes plages où on relocalise les nids. Et avec l'ombre et un peu d'arrosage, on obtient des températures plus basses du sable et donc un équilibre entre mâles et femelles. C'est ce qu'on peut voir également sur la plage de la Roche-Percée, ces fameuses nurseries qui ont été mises en place par l'association Boira Tortue Marine, toujours avec le soutien du WWF. Et les résultats sont excellents. Oui, ça marche très bien. Et la troisième solution, c'est de réduire l'érosion des bassins versants à côté de nos plages et de protéger nos récifs coralliens. Pourquoi? Parce que le sable des récifs coralliens est clair, tandis que le sable qui vient de l'érosion des bassins versants, généralement, est sombre. Donc, plus il y a de sable de récif, et plus la température sera basse. Alors Hubert, on pense souvent que la première menace qui pèse sur les tortues marines, c'est leur chasse pour la consommation de leur chair, ainsi que le pillage des nids pour la consommation des œufs. Mais est-ce toujours le cas aujourd'hui? Ça a été assurément la première menace sur nos tortues marines, parce que quand on discute avec les vieux du pays, toutes ethnies confondues, ils te disent qu'il y avait des grosses tortues partout dans le lagon et qu'ils te parlent de beaucoup de sites de ponte qui aujourd'hui n'accueillent plus aucune tortue. Depuis plusieurs dizaines d'années, les provinces ont fait un gros travail de protection réglementaire. Les tortues sont protégées, sauf dérogation pour pêche coutumière, ce qui représente quelques centaines de tortues vertes par an. À cela se rajoutent malheureusement toutes les tortues pêchées illégalement, ce qu'on appelle le braconnage, et même parfois, on l'a vu encore à la Roche-Percée dernièrement, le pillage de nids. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la dynamique des populations de tortues résidentes, et donc on est toujours incapable de dire quel est le prélèvement acceptable en tortue adulte en Nouvelle-Calédonie. Alors sur cet enjeu de prélèvement, quelles sont les pistes d'action? Eh bien, la première des choses à savoir, c'est on voit un acte de braconnage sur une tortue ou un dugong, on fait le numéro 16. D'accord. Le 16, c'est le numéro à appeler. Le deuxième chantier, c'est de renforcer les relations et la collaboration entre le monde coutumier et le monde scientifique avec ces pêches coutumières. Il y a plein d'informations extrêmement importantes pour la conservation qui pourraient être collectées. C'est ce qui se fait très bien, par exemple, à Fidji. Donc, pourquoi pas en Calédonie. Ah oui, tout à fait. Et puis enfin, il faut éviter le piège. Ah, on voit beaucoup de tortues maintenant, donc on peut reprendre la pêche comme avant. Eh bien non, la majorité des tortues, ce sont des jeunes tortues vertes, et il faut 20 à 30 ans pour qu'une tortue se reproduise. Et donc ces petites tortues-là sont peut-être nombreuses, mais elles ne contribuent pas au renouvellement de la population. Donc il ne faut surtout pas y toucher. Il ne faut surtout pas y toucher, sachant qu'à l'échelle régionale, les nombreux suivis montrent qu'à l'inverse, les populations sont plutôt en déclin qu'en augmentation. Elisabeth, moi je te propose de nous rendre devant la vitre du bac maintenant pour continuer nos discussions et admirer en même temps ces belles des océans. Ah oui, c'est une excellente idée. Allons-y.
Parfois, on trouve des cadavres de tortues avec des marques de filets sur leur carapace. Est-ce que ce sont des victimes supplémentaires à celles de la pêche que l'on connaît déjà? Mais oui, tout à fait. C'est ce que l'on appelle le bycatch ou capture accidentelle. Malheureusement, on a très peu de données quantifiées dessus parce que les gens qui les capturent accidentellement ne veulent pas se faire punir parce qu'ils ont tué une espèce protégée. Donc on ne connaît pas l'ampleur du problème. Et puis il ne faut pas oublier qu'à ces prises accidentelles se rajoutent les collisions avec les coques et les hélices de bateaux. Ah oui, ça c'est vraiment catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette mortalité gratuite? Bien, la première des choses, quand on pose un filet, il faut surveiller son filet. On ne laisse pas une scène sans surveillance. Surveiller son filet, c'est ce que font les pêcheurs professionnels, parce que un gros animal qui se prend dedans, il va sans doute mourir, mais il va aussi abîmer le filet. Tous ces filets, ces scènes que l'on pose le soir, qu'on récupère le lendemain matin, ce sont des pièges mortels, c'est ce qu'on appelle des scènes dormantes, et il faut absolument arrêter cette pratique. Il faut surveiller son filet à heure régulière. Concernant les collisions, il faut ralentir quand on passe sur un herbier ou un récif corallien, qui sont les deux écosystèmes qui concentrent le plus les tortues marines. Oui. Alors, quelle est la vitesse maximum à ne pas dépasser? 5 nœuds, ça permet à une tortue de prendre connaissance du bateau qui arrive et de pouvoir plonger et d'éviter la collision. Oui, donc c'est pas très compliqué. Alors, on voit de plus en plus de tortues qui présentent des sortes de tumeurs sur les parties molles de leur corps. De quoi s'agit-il, Hubert? Mais il s'agit d'un virus, un papillomavirus, c'est de la famille des herpès, qui a contaminé par exemple à Hawaï 90% des tortues vertes. Et après ce pic, il semblerait qu'une résistance naturelle s'installe et c'est en train de redescendre. Et qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on a déjà vu des cas? Alors ça a commencé, premier cas, il y a une quinzaine d'années en province nord, et puis il y a 12 ans en province sud. Et malheureusement, là, on a une accélération, un nombre grandissant de cas qui sont remontés aux provinces. Alors, c'est un sujet inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, pas grand-chose, puisque une résistance naturelle devrait s'organiser. Mais en tout cas, ça va être un sujet important de discussion au prochain forum calédonien sur la protection des tortues marines, pour pouvoir, à minima, organiser la collecte des observations de tortues touchées par ce virus. Alors, Hubert, les tortues sont de grandes voyageuses. Aussi, leur préservation ne peut reposer que sur l'implication de tous les pays de la région. Est-ce que c'est envisageable? Ah oui, ça l'est complètement et c'est absolument nécessaire si on veut les préserver. Nos tortues ne sont pas nos tortues calédoniennes, ce sont des tortues océaniennes que l'on partage. Mais avec qui? Donc on a mené un gros programme avec les partenaires calédoniens qui s'appelle SatNC, où on a équipé 80 tortues de balises Argos, des femelles sur les sites de ponte de Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien que nos tortues qui pondent en Nouvelle-Calédonie, on les partage avec les Australiens, les Papous, les Salomonais et les Fidjiens. Il nous faut donc construire des chaînes de solidarité à travers l'Océanie pour assurer une protection des tortues marines à chaque étape de leur vie, quand elles voyagent, quand elles pondent, quand elles s'alimentent. Et c'est ce que l'on a démarré en Nouvelle-Calédonie avec les voisins, et c'est ce que l'on soutient par exemple à Fidji. Hugo y était dernièrement, pour permettre à nos collègues fidjiens de faire la même chose, à savoir une enquête avec ces satellites qui permettra de savoir avec qui ils partagent leurs tortues. Merci, Hubert. Merci Elisabeth.